Connaissances scientifiques, que les scientifiques remettent en cause tout ce qu'ils ont appris. Chaque lundi, ils renoncent à ce qu'ils avaient cru le vendredi soir. Et je lui ai fait observer que non, il n'y a pas eu de révolution en physique depuis la mécanique quantique et la relativité générale. Et puis, il y a des connaissances qui sont quand même très solides. Et j'ai cité le fait que la Terre est ronde. On le sait depuis très longtemps, et tant qu'elle restera ronde, on dira qu'elle est ronde. Et là, elle a fait cette réponse assez étonnante dans ce haut lieu de la transmission des connaissances qui est l'amphi de la Sorbonne. Elle a dit, mais on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous montrera qu'elle est plate. Alors là, j'ai regardé le plafond, j'ai dit, bon, la guerre est perdue, c'est fichu, mais comme a Dien Bien Phu, on va sortir des tranchées. Donc je suis allé voir Olivier Recassens de Human 6 et je lui ai dit, il faut créer une collection qui s'appelle « Comment a-t-on su ?» qui soit le pendant du que sais-je, dont le titre est bizarre, parce que quand vous voulez savoir ce que vous savez, le réflexe, c'est pas d'aller acheter un livre, c'est plutôt d'en écrire un. Mais bon, bref, comment a-t-on su, c'est une collection qui veut que chacun d'entre nous ait une meilleure connaissance de ses connaissances. Il ne s'agit pas de convaincre les platistes. Il s'agit que ceux qui savent que la Terre est ronde, c'est-à-dire presque tout le monde, sachent aussi comment on a su qu'elle était ronde. Et on a choisi comme auteur Alain Ruetziello, parce qu'il est astrophysicien, il connaît l'histoire, et surtout parce qu'il a toutes les voyelles dans son nom. Et qu'il raconte drôlement et ça, bien. c'est un critère très important auquel Roland Lehoucq ne satisfait pas. Mais il sera quand même auteur, parce qu'il est gentil, etc. Donc voilà pourquoi vous avez choisi Alain Riazuelo. Alors moi j'ai lu le livre, il raconte toute l'épopée de l'histoire de la connaissance qu'on a de la Terre, et ça commence avec les Grecs. Oui, ça commence très tôt parce que vous ne pouvez faire de la science que si vous avez les outils appropriés. Et une des premières disciplines scientifiques abstraites développées par les Grecs, c'était la géométrie. Et quand vous posez la question quelle est la forme de la Terre, c'est un problème de géométrie. Et donc assez naturellement, même s'il n'en avait pas forcément conscience à l'époque, c'est Avant Jésus-Christ. Alors, il y avait sans doute des forts soupçons que la Terre était au moins incurvée suivant un axe nord-sud, puisque les voyageurs, les navigateurs remarquaient que plus on allait au sud, plus on voyait sur l'horizon sud des étoiles de plus en plus nombreuses qu'on ne voyait pas plus au nord. Donc ça ne pouvait pas s'expliquer si la Terre était parfaitement plane, il fallait qu'elle soit incurvée. Et donc comme les Grecs aimaient beaucoup la géométrie, si c'était incurvé dans une direction, ça devait l'être de la même façon dans l'autre. Donc sans doute ils avaient envie que la Terre soit ronde, enfin sphérique. Et donc pour le montrer, ils ont eu une idée géniale. Ils se sont dit, pour voir la forme, il faut prendre du recul, mais on ne peut pas prendre du recul, donc on va prendre du recul par rapport à l'ombre. Et donc ils ont dit, utilisons la Lune comme écran sur lequel l'ombre de la Terre va se projeter. Donc, depuis un certain temps, je ne sais pas exactement combien, les Grecs avaient compris que la Lune était éclairée par le Soleil, donc le côté éclairé de la Lune est toujours du côté du Soleil, que la Lune devait d'ailleurs être une sphère, puisque si elle était plate, elle serait soit totalement éclairée, soit totalement sombre. Et donc ils avaient compris que si la Terre s'interposait exactement entre le Soleil et la Lune, la Terre allait cacher la Lune. Donc c'est une éclipse de Lune, c'est un phénomène connu depuis la préhistoire. Et donc Aristote, Platon, enfin un de leurs contemporains, on ne sait pas exactement qui a eu l'idée en premier, s'est dit au moment où la Lune entre dans l'ombre de la Terre, elle nous donne à voir une portion de l'ombre de la Terre. Et cette portion, quel que soit le moment où a lieu l'éclipse, c'est-à-dire quelle que soit la direction selon laquelle la Terre est éclairée par le Soleil, cette portion c'est toujours un morceau de cercle. Donc un objet dont l'ombre est toujours un cercle, quelle que soit la direction où vous l'éclairez, c'est forcément une sphère. Et malgré ça, aujourd'hui encore au XXIe siècle, il y a des gens qui pensent encore que la Terre est plate. Il y a des associations, notamment aux États-Unis, ils vont organiser une croisière, je crois, pour aller voir qu'en Antarctique, il y a la glace qui fait une frontière et que la Terre est plate. C'est quand même dingue.
Oui, parce qu'ils ne savent pas cette histoire-là. Ouais. Je pense que il serait beaucoup plus simple de lire ou de... en début du XVIe siècle, il y a un savant allemand qui s'appelle Aprianus qui a repris la démonstration d'Aristote. Sauf qu'il ne prend pas la démonstration d'Aristote, il a écrit une phrase: cette figure montre que la Terre est ronde, et puis dessous, il y a le Soleil, la Terre, éclairée par le Soleil, qui projette son ombre sur la Lune. Donc en un seul dessin, il montre la chose. Et ceci, qui est facile qu'on peut comprendre sans mots, c'est quelque chose qui est oublié. Donc avec de la géométrie, on peut découvrir pas mal de choses. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il a été plus compliqué de déterminer la taille de la Terre? Alors pour savoir la taille, effectivement, on n'a pas d'autre moyen que mesurer sur le terrain. Et donc ça, au lieu d'être un problème qui relève du pur raisonnement, alors je précise que si vous voulez vérifier par vous-même que la Terre est ronde, je vous donne rendez-vous le 16 juillet prochain. En début de soirée, il y a une éclipse partielle de Lune. Donc la Lune va être partiellement cachée par la Terre. Ce qui est en fait mieux, une éclipse partielle, puisque pendant toute la durée du phénomène, vous voyez un morceau de l'ombre de la Terre. Donc, pour vérifier que la Terre est ronde, vous pouvez rester dans votre chaise longue. Pour savoir la taille qu'elle fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez soit faire le tour complet pour connaître la circonférence, soit faire la moitié du tour et multiplier par 2, etc. Et donc, c'est ce genre de choses que un des savants grecs les plus connus de l'Antiquité, Ératosthène, a fait au IIIe siècle avant notre ère. Alors comment a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait le tour de la Terre? Alors effectivement, donc si vous allez du pôle Nord au pôle Sud, vous avez qu'à mesurer cette distance et multiplier par 2. Si vous allez du pôle Nord à l'équateur, vous mesurez cette distance, vous multipliez par 4 et ainsi de suite. Donc Ératosthène a à la fois déterminé que 2 villes en Égypte étaient séparées d'un certain intervalle de latitude, environ, en l'occurrence, 1/50 de la circonférence terrestre. Et donc il a ensuite mesuré la distance entre ces 2 villes, ce qu'il a sans doute pu faire raisonnablement bien, parce que le Nil coule essentiellement suivant un axe nord-sud. Donc il a sans doute, on ne sait pas trop comment il a fait, il a sans doute longé le Nil pendant assez longtemps, puisque c'est à peu près 800 km. Il a mesuré cette distance avec les moyens dont on disposait à l'époque et qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui, et il est arrivé à un chiffre qui est remarquablement proche de c'est ça qui est fou, ouais. Voilà. Alors c'est fou parce qu'on a toujours tendance, on a toujours une forme de soumission à la technologie, et pour n'importe quoi, on s'est tous dit un jour comment on faisait avant, que ce soit pour Internet, les smartphones, etc. Et donc très rapidement, effectivement, on se trouve un peu démunis quand on se dit mais comment on faisait il y a 20 siècles pour mesurer les choses précisément. Sauf qu'il y a 20 siècles, les gens ne savaient pas qu'un jour ils auraient des lasers, des GPS, ils avaient des chaînes d'arpenteurs ou des outils rudimentaires, et ils avaient besoin de mesurer des distances très précisément. Alors surtout dans l'Égypte antique, puisque dans l'Égypte la vie était dictée par les crues du Nil. Les crues du Nil avaient tendance à tout emporter sur leur passage, donc il fallait remettre les parcelles tous les ans à cause des crues du Nil. Donc il y avait nécessité de refaire le cadastre tous les ans. Donc la technique, elle a été développée. Alors on ne sait pas exactement par quels moyens les gens faisaient, mais on sait qu'ils savaient le faire. Et puis après, 17e, 18e siècle, il y a eu de grandes expéditions scientifiques. Des savants sont partis, ont risqué leur vie, certains y ont laissé leur vie. Étienne Klein, est-ce qu'il y a dans ces histoires que raconte Alain Riazuelo, est-ce qu'il y en a une qui vous s'interpelle ou qui vous fascine plus particulièrement? Alors il y en a plusieurs évidemment, parce qu'en fait on apprend, comme on a su que la Terre était ronde, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur le contexte, les moyens techniques, l'histoire, les relations entre individus. Donc il y a notamment les poèmes écrits par Voltaire à propos de Maupertuis. Il y a 3 versions, je crois, qui changent à mesure des informations que Voltaire reçoit à propos de la maîtresse qu'il partage. Bon. Ça c'est marrant de voir comment l'histoire personnelle peut interférer dans la façon de parler de la science. Et puis il y a ce que les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ont fait avec les V2, ces espèces de fusées que les nazis avaient mises au point pour bombarder l'Angleterre et d'autres régions. Et les Américains les ont utilisées pour les envoyer le plus haut possible et prendre des photos de la Terre de l'altitude la plus grande que ces fusées pouvaient atteindre.
Et Alain raconte qu'il y a une certaine impatience pour tirer le premier cliché et vérifier que la Terre était ronde. On ne la voit pas complètement. On voit un arc qui n'est pas complètement convaincant. Ce premier cliché, Alain Riazuelo. Alors, ce premier cliché, il date de 1946. Donc, les fusées V2 allemandes, elles étaient fabriquées sur 2 sites. Un site à l'est qui a été pris par les Russes et un site à l'ouest qui a été pris par les Américains. Donc, la première chose qu'ont fait les Américains, ça a été exfiltrer tous les ingénieurs nazis et récupérer tout le matériel. Et donc, dès 1946, ils ont fait leur premier tir de fusée, donc depuis le Nouveau-Mexique, mais ça n'a pas d'importance. Et ce qui est intéressant, c'est que la première chose qu'ils ont fait, ça a été d'enlever la charge explosive pour mettre des instruments scientifiques, et notamment un appareil photo. Alors le problème, c'est que cette fusée, elle a été tirée à la verticale, mais il n'y avait pas de parachute. Donc une fois qu'elle atteignait ses 90 km d'altitude, elle retombait à la verticale. Et donc il était très probable que tout ça soit détruit. Donc ils avaient quand même mis le boîtier photo dans une petite boîte noire. Voilà, dans une boîte en acier extrêmement résistante. Et il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, des gens du musée de l'air et de l'espace américain ont retrouvé en fait un jeune appelé de 46, donc à l'époque où ils l'ont retrouvé avec 80 ans, et qui lui était chargé de la récupération donc, des débris de la fusée quand elle est tombée. Et ce vieux monsieur racontait que en fait, la première chose que tous les gens de son équipe ont fait, ça a été de chercher si le boîtier photo était intact. Et ils ont ramené toute la fusée et le boîtier photo. Et les ingénieurs, bon, c'était le début de la guerre froide, il fallait savoir tirer des missiles avant les autres, donc c'était quand même une affaire sérieuse. Il n'empêche que la première chose que ces ingénieurs ont fait, ça a été récupérer les photos, les développer et les projeter sur l'écran. Parce qu'on a beau savoir que c'est rond, le voir depuis loin, ça fait quand même quelque chose. Le symbole est incomparablement plus fort. Roland Lehoucq, il n'y a pas eu besoin d'aller dans l'espace pour comprendre que la Terre était ronde. Mais maintenant, on peut faire des photos. En revanche, l'univers, on ne peut pas sortir de l'univers pour le voir de l'extérieur. Absolument. Alors comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait aujourd'hui ? Vous avez beaucoup participé au dernier numéro clé du CEA, dernière nouvelle du Cosmos. Comment est-ce que l'on sait ce qu'on sait sur l'univers aujourd'hui ? Alors exactement, pour voir que la Terre est ronde, on peut effectivement faire des expériences ou des manipulations ou des observations depuis la surface de la Terre. Il n'y a pas besoin de sortir de la surface de la Terre, depuis bien longtemps on s'en est rendu compte. Mais quand on en sort, on peut le vérifier qu'on ne s'est pas trompé. D'ailleurs, incidemment, une petite remarque sur cette expérience de 1946. Maintenant, au Festival d'astronomie de Florence, qui se déroule chaque année dans le Gers au début du mois d'août, chaque année, on fait un tir de ballon stratosphérique à 30 km, dont les adolescents de 13 à 15 ans construisent et remplissent la nacelle d'instruments scientifiques pour mesurer la pression, etc. Et ils mettent évidemment toujours un appareil photo, très simple, une GoPro, je ne sais pas quoi, pour faire une photo de la Terre en haute altitude, et on voit bien que la Terre est ronde, et on voit le noir du ciel sur le fond bleu diffus de l'atmosphère. Donc ils refont cette expérience-là maintenant, on peut dire de façon routinière, là où en 1946 c'était un exploit extraordinaire. Donc effectivement, on peut sortir de la Terre et vérifier que ça marche bien, même si on n'a pas besoin de le faire. Quand on s'intéresse à l'univers dans son ensemble, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus grand, l'univers c'est vraiment grand, et on est à l'intérieur avec, de façon rédhibitoire, bloqué à l'intérieur. Donc il faut essayer de se faire pour le coup une idée de l'univers, c'est-à-dire en première définition c'est l'ensemble de toutes les choses, en restant à l'intérieur de celui-ci, puisque nous sommes nous-mêmes une chose de l'univers. Avec un supplément, c'est qu'en réalité, de cet univers qui par hypothèse est l'ensemble de toutes les choses, on n'en voit qu'un sous-ensemble, qu'on appelle l'univers observable, et qui est dû au fait que l'information qui nous vient des astres lointains ou des objets lointains, elle nous vient essentiellement sous forme de lumière, mais aussi maintenant d'ondes gravitationnelles. Enfin, elle venait aussi avant sous forme d'ondes gravitationnelles, mais nous n'étions pas capables de les détecter, de particules aussi, mais disons essentiellement de lumière, et que cette lumière, ou toute autre information, voyage à une vitesse maximum qui est celle de la lumière, justement, de 300 000 km par seconde. Ce qui fait que, en un temps fini, on n'a accès qu'à un volume fini d'univers, et qui porte information grâce à laquelle on peut essayer de reconstruire tout l'univers, sachant qu'il y a des choses qui débordent, entre guillemets, des choses auxquelles nous n'avons pas accès, tout simplement parce qu'elles sont trop lointaines encore pour que l'information nous soit parvenue.
Donc, dans le cas de l'univers, dans cette discipline qui s'appelle la cosmologie, il y a vraiment une position qui est très semblable à celle que vivaient les Grecs de l'Antiquité, où ils sont vraiment collés à la surface de la Terre, mais ils essaient de trouver des astuces pour essayer de comprendre des choses qui leur sont inaccessibles, la forme de la Terre par l'ombre qu'elle projette sur la Lune, la forme de la Lune par l'aspect qu'elle montre et qui permet de déduire qu'elle est sphérique, même si initialement ils pensaient qu'elle était sphérique et parfaitement lisse, et que Galilée, grâce à un instrument nouveau de sa fabrication, mais qu'il a emprunté intellectuellement aux marchands hollandais, une lunette astronomique, en observant la surface de la Lune, il y a vu des montagnes, ce qu'il appelait des montagnes. Donc la Lune n'est pas lisse, et là c'était aussi le début d'une aventure scientifique importante qui va rejaillir sur la cosmologie, parce que voyant que la Lune a des montagnes, et donc elle n'est pas un astre comme on l'imaginait sphérique parfaitement lisse, une sorte de chose idéale, parce qu'elle relève des cieux, et tous les mondes, tout ce qui se passe de la Lune et au-delà de la Lune, le monde qu'on disait supralunaire, est un monde qui relève de lois qui ne sont pas les lois terrestres, du monde sublunaire, en dessous de la Lune, l'atmosphère de la Terre et la Terre, et qui est un monde idéal où les mouvements sont forcément circulaires, uniformes, où les objets sont sphériques, etc., etc. Et donc, constatant donc Galilée que la Lune a des montagnes, il en tire une conclusion, selon ses mots traduits en français, qui est « la Lune est terreuse, la Lune a quelques propriétés communes avec la Terre, mais si la Lune a des propriétés communes avec la Terre, d'avoir des montagnes, alors qu'elle est réputée parfaitement spéciale, c'est donc en analysant ce qui se passe sur Terre, je peux peut-être comprendre ce qui se passe sur la Lune. Par exemple, le fait que la Lune elle a des couleurs différentes, des tons différents, eh bien Galilée, en faisant simplement remarquer que les différents terrains à la surface de la Terre on les perçoit différemment à la lumière du Soleil selon la qualité du terrain, eh bien il a choisi d'appeler les terrains les plus sombres des mers, qui n'en sont pas, et les terrains les plus brillants où il voyait des montagnes, eh bien des montagnes. Et donc il a commencé pour le coup un séisme intellectuel qui est de se dire que puisqu'il semble qu'il y ait des propriétés communes entre, disons, le ciel et la Terre, la Lune et la Terre, je peux analyser, essayer de comprendre le ciel à partir de ce qu'on comprend sur la Terre. Et ce mouvement-là est extrêmement important pour toute la suite de la cosmologie et de l'astrophysique même en général, de l'histoire de la compréhension du monde qui nous est inaccessible directement. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, c'est l'idée qu'en comprenant ce qui se passe sur Terre, en faisant de la physique, de la chimie, de la biologie, de laboratoire, on peut essayer de comprendre la physique, la chimie, la biologie d'autres mondes, la biologie, l'exobiologie, si on parle d'être extraterrestre, enfin de recherche de vie extraterrestre, mais elle permet de comprendre aussi comment fonctionnent les étoiles, comment se forment les étoiles, comment s'assemblent les galaxies, comment évoluent et se forment tous les objets de l'univers, même si cette compréhension n'est évidemment pas complète pour le moment, et de parler même de la plus grande structure auquel nous ayons accès, qui est l'univers observable. Et tout ça avec des instruments, tout ça avec des ordinateurs. Quels sont les instruments d'aujourd'hui qu'il faut connaître ou qui vont nous apporter des choses nouvelles? Alors, il faut d'abord réaliser que pour l'instant, l'astrophysique est toujours une science d'observation. Il n'y a pas d'expérience astrophysique. Ça pourrait évoluer, c'est déjà en train d'évoluer dans les années qui viennent, en ce moment et dans les années qui viennent, parce que dans certaines situations, il y a la matière qu'on retrouve dans des états particuliers, dans les étoiles, dans des conditions un peu extrêmes, on est capable de la reproduire sur Terre, et donc peut-être de tenter de faire des manières d'expérience qui ressemblent, qui miment le phénomène qu'on observe. Pour l'instant, l'astrophysique reste une science d'observation. Donc autrement dit, dans l'observation, si vous ne voyez pas, ça n'existe pas. J'entends par là, vous n'en tenez pas compte dans votre construction de vos représentations du monde. Donc ça commence l'observation par l'œil, la lunette, des instruments de plus en plus grands qui observent la lumière visible. Et ça, c'est toute l'épopée depuis la lunette de Galilée, le télescope de Newton, et maintenant les grands télescopes modernes qui font décamétriques, donc 10 mètres de diamètre typiquement pour la quinzaine de plus grands télescopes modernes, avec des télescopes en construction qui sont multidécamétriques, et notamment le Extremely Large European Telescope qui se construit, qui fera 39 mètres de diamètre. 39 mètres de diamètre. Quand j'étais petit, le télescope le plus grand, c'était le Mont Palomar, construit en 47, 5 mètres de diamètre. Voilà. Donc dans ma vie, j'aurais vu passer d'un grand télescope de 5 mètres, construit dans fin des années 40, à des télescopes de presque 10 fois plus en diamètre. Et s'ils ont 10 fois plus en diamètre, leur surface, qui varie comme le carré du rayon, est 100 fois plus grande, et donc ils captent 100 fois plus de lumière que ces télescopes de 5 mètres, qui eux-mêmes captent 1 million de fois plus de lumière que la pupille de notre œil. Donc on est dans des facteurs de
d'entonnoir à lumière. Un télescope, c'est ça, c'est un entonnoir à lumière tout à fait spectaculaire. Les télescopes, ils observent d'abord en lumière visible, celle que voient nos yeux. Et il y a eu aussi l'évolution d'abord de la compréhension de l'analyse de la lumière visible par la spectroscopie, la capacité à décomposer la lumière dans ses composantes rouge, vert, bleu, l'arc-en-ciel, de l'analyser pour en déduire des tas d'informations, la température des astres, leur composition, leur vitesse par rapport à nous, plein de choses. Et se rendre compte aussi qu'il existait des lumières invisibles à nos yeux. Et donc quand vous commencez à regarder par exemple en lumière infrarouge, cette salle, si je vous regarde en lumière visible ou en lumière infrarouge, c'est deux mondes complètement différents. Notamment, en dépit des apparences, vous êtes des lumières. Vous émettez, vous êtes des sources primaires de lumière. Là, je vous vois comme source secondaire. Votre peau diffuse la lumière ambiante. Et puis voilà, si on éteint la lumière et si on met tout sombre, je ne vous vois pas. Mais en lumière infrarouge, parce que votre corps est suffisamment chaud pour que vous rayonnez en infrarouge, mais pas suffisamment, heureusement pour vous d'ailleurs, pour que vous rayonnez en lumière visible. Heureusement, parce qu'il faut commencer à être à 800, 1000 degrés pour commencer à rayonner en lumière visible, donc ce n'est pas souhaitable pour un corps humain. On observerait votre rayonnement infrarouge comme source primaire. Et donc du coup, j'ignore que vous rayonnez en infrarouge, ça n'existe pas dans ma description du monde si je ne l'observe pas. Mais pour l'observer, encore faut-il avoir, l'idée que ce rayonnement existe. Donc ça c'est Herschel en 1800, Herschel qui était aussi le nom d'un physicien, d'un astronome, mais aussi le nom d'un instrument, d'un télescope spatial qui a été envoyé, auquel a participé beaucoup le service d'astrophysique, le département d'astrophysique du CEA, et qui a observé les ciels en infrarouge. Et il faut aussi les détecteurs, la capacité à faire des images avec cette lumière. Alors, vous prenez toutes les lumières maintenant, les ondes radio, d'un côté du spectre, jusque de l'autre côté, les lumières de plus haute énergie, les rayonnements gamma. Et vous avez avec ça la capacité à voir des choses différentes. Et les voir avec une lumière qui est caractéristique des phénomènes qui se produisent dans ces astres. Alors, par exemple, je laisse la parole. Je voulais juste demander à Étienne Klein si c'était important de voir. On a vu cette photo du trou noir il y a quelques semaines. En fait, elle n'a rien appris aux scientifiques, si j'ai bien compris. Mais on l'a vu, le trou noir. Qu'est-ce que ça change ? Alors, ce qu'a raconté Alain, ce qu'a raconté ensuite Roland, montre qu'on peut savoir avant de voir. Autrement dit, on a su que la Terre est ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. Et ça, c'est quand même une grande leçon qui se retrouve dans beaucoup d'histoires des sciences. Le boson de Higgs, qui est une particule qui a été détectée, donc entre guillemets vue en 2012, avait été prédite en 1964, à partir d'arguments en fait assez abstraits qu'avaient construit un certain nombre de physiciens théoriciens qui étaient confrontés à des espèces d'apories dans les équations de la physique des particules. Et donc on peut savoir sans voir. Maintenant, à la fin, il faut quand même voir. L'existence des trous noirs, elle est connue depuis très longtemps. Einstein, lui, n'y croyait pas, mais il a écrit des équations dont les trous noirs sont des solutions. La photo d'ailleurs, c'est pas une photo du trou noir, c'est la photo de la silhouette d'un trou noir, c'est-à-dire qu'on a capté la lumière qui vient de derrière le trou noir et on voit comment dans les détecteurs, l'image ressemble à celle qu'on peut calculer par simulation d'un trou noir, justement. Mais je pense que ça a convaincu, même si pour les scientifiques ce n'est pas une information de premier ordre, ça a convaincu les sceptiques qu'il pouvait y avoir. Donc pour revenir à la collection, le but, par exemple, d'un livre comme celui d'Alain, « Pourquoi la Terre est ronde ?», n'est pas de convaincre les platistes, puisqu'ils ont des arguments. D'ailleurs, vous remarquez la différence entre les croyants et les savants, sur Internet au moins, c'est que les croyants sont quand même beaucoup plus militants et prosélytes que les savants. Il y a eu une période où, par exemple, les climato-sceptiques étaient beaucoup plus actifs que les climatologues, ce qui a d'ailleurs eu des effets politiques assez graves. Et donc le but de la collection, c'est non pas de convaincre, en l'occurrence les platistes, qu'ils se trompent, c'est que ceux qui savent que la Terre est ronde savent comment on l'a su. Puisque beaucoup d'étudiants, par exemple, pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde. Ils savent tous qu'elle est ronde, mais ils disent des bêtises à propos de la connaissance en question, et c'est ça qu'on voudrait plutôt corriger, pour qu'on voit... Après tout, si je vous dis que la Terre est ronde sans vous expliquer comment on l'a su, avant qu'on le voie par des photos, et si je n'ai pas le temps d'expliquer, vous allez penser que c'est un argument d'autorité, qui vient du fait que je suis au CEA, par exemple,
mais que quelqu'un qui viendrait d'ailleurs pourrait défendre une idée complètement contraire. Et donc, si la science n'est pas explicitée en tant qu'histoire dans laquelle il y a des confrontations, alors elle apparaît comme un discours arbitraire. Et c'est ça qu'il faut un petit peu défaire. Et il faut raconter la véritable histoire. Par exemple, du temps d'Aristote, ceux qui pensaient que la Terre était plate n'étaient pas du tout stupides. Les physiciens qui ne croyaient pas au boson de Higgs et qui proposaient d'autres mécanismes pour expliquer la masse des particules élémentaires, ils n'étaient pas moins bêtes que Peter Higgs et les deux autres qui ont le prix Nobel. Ils n'étaient pas moins bêtes. Simplement, la suite de l'histoire a montré que leurs arguments étaient faux. Mais ils étaient intelligents. Et donc la vraie histoire, c'est pas l'histoire des vainqueurs. C'est montrer comment des thèses qui s'opposent, au bout d'un certain temps, à l'issue d'un certain processus, ne s'opposent plus parce que l'une est morte. Roland Lehoucq. Je voulais rebondir sur ce que disait Étienne, sur on peut savoir sans voir. En fait, dans le cas de l'astrophysique, et même dans le cas de la forme de la Terre, on pourrait reconstruire quelque chose qui ne s'est peut-être pas produit comme ça dans l'esprit des anciens de l'Antiquité, mais qui était de dire, effectivement, on peut essayer de construire une représentation de ce qu'est la Terre, comme on peut le faire pour l'univers, ou pour le Soleil et son intérieur, pour les galaxies, etc., sans y avoir accès, une représentation qui est cohérente entre ce que l'on voit, ce que l'on constate, pour le coup la forme de l'ombre par exemple, ou des propriétés particulières dans les observations cosmologiques de l'univers, et ce que l'on sait ici et maintenant sur Terre. La géométrie dans le cas d'Aristote, toute la physique relativiste dans le cas de la cosmologie. Donc on essayait de construire une représentation cohérente, au plus cohérente possible, entre ce que l'on sait de la physique ici et maintenant et ce que l'on voit du monde. Et cette représentation, l'argument qui fait fort, c'est la cohérence. N'empêche que, on est bien content quand on voit la chose, ça veut dire quand on peut vérifier si on a le moyen. Dans le cas de l'univers, on ne peut pas en sortir. Mais dans le cas de la Terre, pourquoi ces ingénieurs étaient si excités ? Eh bien, parce qu'ils le voient que la Terre est ronde, ils le savent, on n'a pas besoin de leur expliquer, ils le savent, ils en sont convaincus, mais quand ils le voient, c'est d'une certaine façon, de façon éclatante, la confirmation de l'hypothèse qui était la plus cohérente, c'était que la Terre soit sphérique, soit ronde. Et donc, voir en direct les choses, quand c'est possible, ça confirme les idées que l'on pouvait avoir. Mais à l'inverse, si on ne voyait pas, donc c'est pour ça qu'il faut toujours tenter de voir, parce que si on ne voyait pas, si ce n'est pas comme prévu, alors du coup, ça met rédhibitoirement en péril les idées que vous aviez avant, et il faut tout remettre à l'ouvrage et recommencer pour trouver quelque chose de plus cohérent avec cette nouvelle information que vous n'avez pas vu, ce à quoi vous attendiez. Et donc, ça, c'est un mode de raisonnement que les anciens connaissaient parfaitement, c'est de dire, c'est le raisonnement qu'on appelle, il y a le modus ponens, si A alors B, or A, donc B. Tous les hommes sont mortels. Si vous êtes un homme, alors vous êtes mortel. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et il y a l'inverse, qui s'appelle modus tollens, qu'on appelle par contraposé. Si A, alors B. Or, il n'y a pas B, donc il n'y a pas A. S'il pleut, la route est mouillée, cette saison. Or, la route n'est pas mouillée, donc il n'a pas plu. Voilà. Eh bien, ce raisonnement scientifique-là, il est à la base. Si l'ombre de la Terre, je vois l'ombre de la Terre est ronde, alors la Terre est sphérique. Or, je constate que la chose n'est pas donc. Et donc, ce raisonnement-là est extrêmement important et permet, en voyant, de confirmer l'hypothèse qu'on avait au départ. Alors, Étienne Klein voulait réagir. Et après, Alain Riazuelo vous racontera une histoire qui ne s'est pas encore passée, mais que vous aimez bien raconter. Et ensuite, vous pourrez poser des questions. Je voulais juste ajouter que, dans le prolongement de ce que dit Roland, qu'on peut savoir sans voir, mais aussi que parfois, et même souvent, quand on voit sans savoir, on voit mal. Je veux dire par là que, par exemple... Un exemple ? Le principe d'inertie qu'on apprend à l'école. Un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. On n'a jamais vu ça. Et en fait, c'est parce qu'on sait ça qu'on comprend ce qui se passe quand le mouvement d'un corps est amorti. Autrement dit, c'est parce qu'on connaît le principe d'inertie qu'on ne peut pas voir qu'on comprend les mouvements qu'on voit. Et si on n'a pas le principe d'inertie, comme Aristote, on dit des bêtises. On dit qu'un corps n'est mu que s'il est mu par une force. Et si la force s'annule, la vitesse s'annule. Donc d'après Aristote, pour faire le Tour de France,
vous donnez un coup de pédale sur la ligne de départ, et puis voilà, c'est terminé, quoi. Ah non, ça c'est le principe d'inertie, pardon, c'est l'inverse. Ce que dit Galilée presque, c'est vous donnez un coup de pédale et vous faites le Tour de France. Après, il faut expliquer pourquoi c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est le fait de savoir qui permet de mieux interpréter ce qu'on voit, quitte à utiliser une loi qui contredit ce qu'on voit. Et c'est l'objet de cette collection. J'ai trop parlé aujourd'hui, donc je me attention. mélange les termes, mais en gros, l'idée est là. Il n'y a pas de fait sans théorie. C'est-à-dire ça sert Ouais, à il y rien a pas de de fait dire sans que, théorie. par exemple, seul le fait est noble et que la théorie n'est qu'une hypothèse. En fait, ça sert à rien. Si vous étudiez ou si vous enseignez un fait sans donner le cadre conceptuel dans lequel vous vous placez, à la rigueur, vous faites de la politique, mais vous ne faites pas de la science. Alors qu'en science, le fait doit être accompagné d'un cadre interprétatif. Et si vous n'avez pas l'un et l'autre, vous ne pouvez pas faire de science. Alain Riazuelo, c'est vraiment dommage, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour raconter tout ce qu'il y a dans votre livre, et vous racontez pourtant drôlement bien, c'est hyper documenté, vous faites vivre les personnages, vous faites vivre ces savants, vous les emmenez au Groenland, au Pérou, à Cayenne, etc. C'est vraiment très intéressant. Mais j'aimerais bien, pour terminer, que vous racontiez une histoire qui ne s'est pas encore passée. C'est l'histoire de la Terre quand le soleil commencera à s'éteindre. Alors, pour faire court, on va tous mourir. Donc, voilà, Socrate est mortel. Sur le long terme, on est etc. tous morts, hein, de toute façon, ça, c'est Voilà. Keynes disait ça avant. Donc voilà, dans les choses que l'on peut prédire sans voir, il y a l'avenir à très long terme de la Terre. Donc c'est non vérifiable, mais fortement probable, étant donné ce qu'on sait des lois de la physique. Alors pendant longtemps, il y avait un débat qui était est-ce que la Terre va survivre ou non à la mort du Soleil. Alors le débat, il tient au fait que pendant les 10-12 premiers milliards d'années de son existence, le Soleil a à peu près la même taille. Mais quand une étoile du type solaire arrive en fin de vie, elle grossit énormément. Et ça, on le sait, puisque on voit des étoiles qui sont nées bien avant le Soleil, qui sont à des stades d'évolution plus avancés. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que le Soleil va atteindre une taille qui est supérieure au rayon de l'orbite terrestre. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour nous. Sauf que ce faisant, il va perdre un peu de masse, et donc il retiendra moins la Terre. Et donc à mesure que la surface du Soleil va dangereusement s'approcher de la Terre va avoir la possibilité de s'échapper. Et ça, c'est dans 6-7 milliards d'années, voilà, c'est dans ça 7 milliards d'années. Alors, on sera mort depuis longtemps, essentiellement parce que le Soleil a tendance à légèrement augmenter en luminosité au cours du temps, de 5 à 10% par milliard d'années. Donc dans 1 ou 2 milliards d'années, le Soleil nous enverra aux alentours de 15% d'énergie en plus, ce qui va provoquer une évaporation importante des océans, puisque la température moyenne sera plusieurs dizaines de degrés supérieure à l'actuelle. Et malheureusement, la vapeur d'eau, on ne le sait pas, mais c'est un gaz à effet de serre. Et donc plus ça s'évapore, plus il fait chaud, et plus ça s'évapore encore plus rapidement, etc. Donc tout ce qui est vie sur Terre s'arrêtera dans 1 à 2 milliards d'années. Mais pour d'éventuels survivants, dont on ne sait pas trop comment ils ont survécu, les choses sentiront vraiment le roussi dans 7 milliards d'années quand le Soleil commencera à atteindre la taille de la Terre. Et donc, selon toute vraisemblance, en fait, la Terre devrait pouvoir s'échapper suffisamment pour ne pas être happée par le Soleil, sauf que le Soleil perd sa masse très rapidement sur la fin. Et donc sur la fin, l'orbite de la Terre en fait sera polluée par l'atmosphère du Soleil en train de s'évaporer. Et donc au lieu de s'éloigner du Soleil, elle devrait se rapprocher du Soleil et tomber sur le Soleil. Donc c'est là la mauvaise nouvelle. Il y a une petite chance quand même qu'elle survive à ça. Et donc si elle survit à la mort du Soleil, là pour le coup, l'espérance de vie de la Terre va être extrêmement longue, puisque un objet comme la Terre, une fois qu'il a échappé au champ du cygne de son étoile, il est virtuellement indestructible. Enfin, non pas indestructible parce qu'il est très solide, mais parce qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il lui arrive quoi que ce soit qui pourrait le détruire. Et donc, j'ai choisi de raconter cette histoire parce que finalement, dans l'imago mundi des savants grecs, la sphère était l'objet parfait, la Terre était à peu près sphérique, donc ça leur plaisait bien.
Et quand vous étudiez ce qu'il pourrait advenir de la Terre sur des durées extrêmement longues, donc là, les durées dont je parle, c'est un nombre qui s'écrit en 60 ou 70 chiffres. Hein. Vous mettez un 1 et 65 zéros devant. Donc c'est le temps en années qu'il faut attendre pour. Donc c'est des durées complètement inconcevables. Et sur ces échelles de temps-là, les lois de la mécanique quantique que nous testons en laboratoire nous disent qu'en fait, quand vous avez un solide, même un cristal, les atomes de ce cristal ne sont pas exactement rigidement liés. Il y a toujours une chance qu'ils glissent les uns par rapport aux autres, ce qui fait que sur le très long terme, en fait, même le solide le plus rigide que vous avez, ça se comporte comme un liquide. Donc sur le très très long terme, la Terre verra toutes ces aspérités, ces montagnes, ces cratères d'impact, tout ce que vous voulez, tout ça va être parfaitement gommé, et donc dans un futur immensément lointain, la Terre sera la sphère la plus parfaite qu'on puisse imaginer, ce qui est un joli clin d'œil aux savants grecs de jadis. Et nous ne le verrons pas. Et nous ne le verrons pas. Est-ce que vous avez des questions pour Roland Lehoucq, Alain Riazuelo ou Étienne Klein? C'est le moment d'en profiter. Pas de questions? Le plus dur, c'est toujours la première question. Oui. Bonsoir. Une petite question, clin d'œil. Quand nos enfants nous demandent comment font les gens qui sont de l'autre côté de la Terre, s'ils n'ont pas la tête en bas, comment on leur explique? Expliquer, d'abord qu'ils définissent qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le bas. Alors, ça c'est une première question. Mais d'abord, comment vous feriez? Je suis un extraterrestre, je vous comprends quand vous me parlez, mais c'est bien la seule chose que je sais faire. Et à la limite, vous ne me voyez pas. Dites-moi ce qu'est le bas, pour vous. Je ne vais pas pour vous embêter que je dis ça, hein, c'est pour challenger votre réveil pour tous. Parce que vous n'êtes pas, elle n'est pas toute seule, Madame, à répondre. Près du sol. Bah, vous dites près du sol. Alors moi, je réponds comme extraterrestre, je vois, il n'y a pas de sol. Là où je suis, je ne vois pas de sol. Pourquoi? Parce que, par exemple, je suis une espèce d'être qui flotte dans l'atmosphère de Jupiter, d'une planète géante gazeuse comme Jupiter, je ne vois pas le sol. Pour vous dire que ça pourrait arriver, enfin. Donc, je ne vois pas le sol. Donc, dire que c'est près du sol, ça ne me parle pas. Parce que c'est comme si vous me disiez près des pieds. Oui, mais moi, je suis une sphère pleine de poils qui roule par terre pour me déplacer. Ça, c'est ma forme d'extraterrestre. Je n'ai pas de pieds, je ne sais pas ce que c'est des pieds. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors, Qu'est-ce qu'on dit? faire Tu donnes vraiment pas envie d'être parent, toi. Ah si, moi j'ai déposé ça à mes gamins, ça les a titillés, ils ont réfléchi, ils ont trouvé un truc à la fin, mais c'est compliqué, hein. Enfin c'est compliqué, il faut faire une expérience de physique, comme toujours. Si vous pensez que les lois de la physique, la chimie, la biologie sont universelles, elles se produisent partout. Alors vous dites à l'extraterrestre, prends un truc avec ton tentacule, ta main, enfin démerde-toi, tu prends un truc, comme tu as l'habitude de faire, tu le tiens devant toi, il ne bouge pas par rapport à toi, et tu le lâches. Tu écartes tes tentacules, enfin, sans vitesse initiale. La vitesse, l'endroit où cet objet va spontanément, nous les humains, on appelle ça le bas. Voilà. Et le haut, c'est l'opposé. Voilà. Donc du coup, si vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui habitent de l'autre côté de la Terre, s'ils lâchent un crayon, il va tomber vers la Terre. Et donc le bas, pour eux, c'est le même que vous. C'est vers la Terre, vers le centre de la Terre. Alors, petite question, pour quand vous prendrez le métro, l'extraterrestre vous répond, j'ai lâché le stylo, enfin le machin, comme tu m'as dit, il est resté devant moi. Et vous lui répondez quoi? Bon, ça c'est pour le métro. Question suivante. Ah ben on veut la réponse. Hein. Ah non, non. D'abord on réfléchit, on prend une question et on prend. Vous lui répondez, si on va pas être cruel, vous lui répondez alors il est en impesanteur, il est en chute libre. Donc il est probablement en orbite autour de sa planète ou dans un vaisseau spatial en train d'avancer à vitesse constante, comme le principe d'inertie, selon le principe d'inertie à vitesse constante sans accélération. Voilà. Ou alors il est en chute libre, il va bientôt s'écraser sur le sol de sa planète. C'est une dernière possibilité, mais c'est la moins probable. Et le gamin, là, il s'inscrit en école de droit. Oui, exactement, bien sûr. Mais je trouve que c'est... L'idée, c'est aussi de montrer que des choses aussi simples que la gravité, c'est ça. Le bas, c'est quoi? Alors, franchement, il faut partir des questions basiques. Le bas, c'est quoi? C'est pas là où il y a mes pieds, c'est là où ça tombe spontanément. C'est vers le centre de la Terre. Et le centre de la Terre, il est le même pour tous les objets de la surface d'une sphère. Ça, c'est la propriété d'une sphère. Donc, les gens, de l'autre côté, ils sont... Monsieur. Bonsoir. J'ai une question complémentaire au titre.
comment la Terre est devenue ronde? Alain Raiaduelo. C'est une bonne question. En fait, en science, l'ordre dans lequel on se pose des questions, en général, il est fixé par avance. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se demander pourquoi la Terre est ronde si on ne sait pas déjà qu'elle est ronde. Et donc Aristote, après avoir démontré que la Terre était ronde, il a essayé de trouver le pourquoi. Et il est parti dans le décor, il a fait un raisonnement faux, mais comme tout le monde était impressionné par l'extraordinaire raisonnement qui prouvait que la Terre était effectivement ronde, tout le monde l'a suivi jusqu'à Galilée. Alors pourquoi la Terre est ronde? Alors c'est une question un peu difficile parce que quel que soit le domaine, par exemple en sciences sociales, vous dites pourquoi les gens sont comme ça? Parce que le cerveau humain est fait comme ça. Mais alors pourquoi le cerveau humain est fait comme ça? Parce qu'il y a des réactions chimiques. Et pourquoi les réactions chimiques existent? Parce qu'il y a des atomes, etc. Et donc pourquoi la Terre est ronde? Parce qu'il existe une propriété qui s'appelle la gravité, qui fait que les objets s'attirent les uns des autres. Et si vous prenez une collection d'objets qui s'attirent les uns des autres, ils vont avoir tendance à prendre la forme qui minimise leur distance. En gros, c'est ça. C'était d'ailleurs le raisonnement que Aristote avait fait, sauf que pour Aristote, il y avait un centre à l'univers et que la Terre était des objets qui s'agglutinaient sur le centre, qui étaient indépendants de la Terre, alors que Newton a dit que les objets s'attirent les uns les autres et que donc il n'y a pas besoin d'un lieu extérieur dans l'univers pour que les objets s'agencent en une sphère. Donc quand l'objet est trop peu massif, quand il n'y a pas assez d'attraction, c'est-à-dire quand l'objet est petit, il a une forme qui peut ressembler à rien du tout. Donc vous voyez des photos de comètes, d'astéroïdes complètement cabossés. Et quand vous avez un objet qui est suffisamment gros, donc la limite elle est aux alentours de quelques centaines de kilomètres, alors il a une forme très proche d'une sphère, sauf s'il tourne très vite sur lui-même, où là il va être éventuellement déformé par sa rotation. Mais à partir du moment où vous acceptez l'idée que les objets s'attirent les uns les autres, ce que l'expérience avec votre interlocuteur extraterrestre vous prouve, ça vous assure que spontanément ça va s'agencer dans une configuration sphérique. Et c'est Newton qui a donné l'explication. Voilà, c'est Newton qui a démontré ça. Bonsoir. Alors j'ai cru comprendre qu'on avait récemment pu mesurer la rotondité d'une étoile à neutrons. Alors bien sûr pas en se baladant dessus ni grâce à la lumière. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Je crois que c'est grâce aux ondes gravitationnelles, mais... Qui répond? Alain Raiaduelo. Alors, je ne sais pas à quoi exactement vous faites allusion. Donc Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Non, mais je peux quand même répondre quelque chose en rapport avec ça. C'est que ce qu'on appelle la figure d'équilibre d'un objet en rotation, ça va dépendre de sa masse, de son profil de densité et de sa vitesse de rotation. Donc s'il tourne peu ou pas sur lui-même, ça va être une sphère. Et s'il tourne sur lui-même, ça va être une sphère aplatie et plus ou moins aplatie selon les propriétés mécaniques de la matière qui le compose. Donc le fait que les objets en rotation rapide ne soient pas des sphères, on le sait visuellement depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on arrive par des méthodes observationnelles très subtiles à vérifier que le disque de certaines étoiles n'est pas un disque, mais quelque chose d'un peu aplati. Donc, dans le cas d'un objet qui est beaucoup plus petit qu'une étoile, à savoir une étoile à neutrons, qui est une étoile morte, qui est beaucoup plus compacte, je ne sais pas exactement comment on fait ça, mais on peut prendre le problème autrement. Si je sais à quelle vitesse ça tourne sur elle-même, ce qu'on peut déterminer par l'observation, si je connais la masse de cet objet, et si je connais la façon dont la matière s'agence quand elle a à très haute densité, à très haute pression, alors je peux prédire la forme qu'elle aura. Et donc ça doit être quelque chose en rapport avec ça que vous dites, mais à ma connaissance, on ne connaît pas vraiment comment la pression varie avec la densité au sein d'un astre extrêmement dense. Donc je ne sais pas si on prédit la forme de cette étoile connaissant sa rotation et sa masse, ou si on espère déterminer quelles sont les propriétés de la matière si jamais par une méthode assez compliquée on arrivait à déterminer sa forme. Il y a juste un point qu'il faut rajouter pour rendre les choses marrantes aussi avec une référence à la SF. Donc effectivement, oublions la rotation de l'objet
Et supposons qu'il est soumis à sa propre gravité. Il est suffisamment massif pour que sa gravité domine les autres interactions, l'électromagnétisme en particulier. Et donc l'objet sera sphérique, apparemment parfaitement sphérique. Néanmoins, la matière qu'il constitue, elle a une certaine résistance, et l'objet peut avoir des excroissances, une montagne ça s'appelle, ou une pile de briques. Et les excroissances autorisées dépendent de la gravité de l'objet, donc de sa masse, du rapport entre sa masse et son rayon, sa masse, son carré de son rayon. Donc un objet soumis à sa seule gravité sur l'immense long terme finira parfaitement sphérique. Oublions qu'il est en rotation, qu'il n'y a pas cet effet-là. Mais il peut être transitoirement avoir des écarts à la sphéricité. Les écarts autorisés sont d'autant plus faibles que l'objet a une gravité importante, il a un rapport masse sur rayon au carré important. Pour le cas de la Terre, les écarts, et vu les qualités mécaniques du matériau terrestre, la roche, pour dire les choses brutalement, eh bien les écarts autorisés sont de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres. Pour la Lune, beaucoup plus, parce qu'elle a une gravité plus faible. Pour Mars, plus aussi, qui a une gravité plus faible. Ce qui, par exemple, permet de rendre compte de la raison pour laquelle il y a un volcan martien, l'Olympus Mons, qui est 26 km d'altitude, là où la plus haute montagne terrestre fait un peu plus de 8 km d'altitude. Pour une étoile à neutrons, la gravité est faramineuse. L'écart à la sphéricité autorisée, même si on ne connaît pas bien, évidemment, comme dit Alain, la distribution de tension d'une étoile à neutrons, c'est compliqué. Probablement, les plus hautes montagnes d'une étoile à neutrons qui ne serait pas en rotation, c'est de l'ordre du millimètre. Voilà, ça vous donne une idée des écarts. Et par ailleurs, en parlant de sphères, vous avez entendu parler que le système métrique a changé récemment, qu'on a fait une redéfinition du kilo à partir de la constante de Planck, et il y avait une autre méthode en compétition pour savoir laquelle serait la plus précise, la plus facile à mettre en œuvre dans les laboratoires de métrologie, qui était de fabriquer une sphère parfaitement sphérique et de la peser, d'une part, et d'autre part de déterminer son nombre d'atomes de silicium. C'est une sphère de silicium. Cette sphère, c'est la sphère la plus parfaite de l'univers. Elle a des creux et des bosses, parce qu'elle a été polie soigneusement, mais elle a des creux et des bosses qui sont à l'échelle atomique, d'une taille atomique typiquement. Ça veut dire que si on reportait cette sphère à l'échelle de la Terre, ce serait une sphère dont la plus grosse imperfection serait un creux, une bosse d'une vingtaine de mètres d'altitude ou de creux. La plus haute montagne ferait 20 mètres, tellement elle a été polie. Là, ce n'est pas un effet gravitationnel, c'est un effet vraiment, on a travaillé la sphère pour la polir, pour en faire une sphère si parfaite que sa plus haute déviation, sa plus haute montagne, à l'échelle de la sphère, c'est quelques atomes d'épaisseur, et si elle était projetée, grossie à l'échelle de la Terre, ça serait des creux et des bosses de 20 mètres de diamètre, ce serait une sphère, quoi. À propos de la redéfinition du mètre et du kilo, le mètre a été établi en fonction de la taille de la Terre. Voilà, un des grands problèmes qu'ont eu les gens depuis l'Antiquité, en fait, c'était que personne n'avait la même unité de longueur et la même unité de poids. Et c'était un problème connu par tous les dirigeants de tous les pays, qui ont tous voulu changer ça et qui ont tous compris que ça serait trop compliqué parce que personne n'accepterait de changer ses habitudes. Et le seul moment de l'histoire où il y a eu un élan suffisant, on peut en être très fier, c'est la Révolution française. Et ça a été la Révolution française parce que dans les cahiers de doléances qui ont été écrits à ce moment-là, le fait qu'on ne puisse pas commercer avec les gens de la ville voisine parce que dans la ville voisine, on n'utilise pas les mêmes unités de poids et de longueur. Il y a un exemple connu qui était qu'une pinte à Saint-Denis, c'était 50% plus lourd qu'une pinte à Paris. Donc, vous imaginez quand même la complexité. Sur seulement 6 km, les unités changeaient. Et donc, l'élan de la Révolution a fait que les scientifiques français ont dit on va définir une unité de longueur et de poids pour tous les hommes et pour tous les temps. Un beau slogan. Et donc ils se sont dit, mais alors laquelle on prend? Parce qu'on ne peut pas prendre une unité existante, celle en vigueur dans une ville, et l'imposer à tout le monde, parce que tout le monde va râler, moi j'aurais préféré qu'on prenne la mienne. Et donc ils se sont dit, assez logiquement, on va prendre une unité qui est universelle, ou en tout cas universelle à l'échelle de la Terre, c'est-à-dire qu'on va définir le mètre comme une fraction de la circonférence de la Terre. Et donc quand vous lisez sur les bouquins que la Terre a une circonférence de presque 40 000 km, en fait ça résulte de la définition du mètre qui était censé être 1/10 millionième de la distance qui va du pôle à l'équateur, donc un 40 millionième de la circonférence terrestre. Donc c'est comme ça qu'est né le mètre. Et c'est une histoire que j'ai essayé de raconter alors un peu succinctement. Une grande aventure que vous racontez donc dans votre livre. On ne peut pas tout dire en si peu de temps, mais le mètre est une invention française qui a été presque partout utilisée.
Roland Lehoucq, le titre du dernier numéro clé du CEA, c'est « Dernières nouvelles du cosmos ». Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quelles sont les dernières nouvelles du cosmos? Ou quelles sont celles qu'on attend? Alors, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, les instruments nouveaux sont toujours très attendus parce que précisément, soit ils sont plus performants que des instruments déjà existants et donc vont voir mieux ce qu'on savait déjà et éventuellement des nouvelles choses. On voit toujours de nouvelles choses avec des nouveaux instruments, typiquement les instruments spatiaux. Pour plein de raisons, c'est plus pratique d'aller dans l'espace, notamment pour s'affranchir de l'alternance jour-nuit déjà, ne serait-ce que ça, mais aussi de tous les problèmes de perturbation atmosphérique. Donc dans ce numéro de clé, on parle des nouveaux instruments qui sont attendus, notamment pour l'observation à très haute énergie. Là, pour le coup, observer dans les rayons gamma ou pour observer en rayons X, eh bien, il faut vraiment être au-delà de l'atmosphère. Donc les instruments attendus, c'est la part belle. Il y a aussi la contribution, alors là pour le coup en infrarouge, du département d'astrophysique au James Webb Space Telescope. La caméra infrarouge a été conçue par des chercheurs, par des physiciens, des physiciennes de notre laboratoire en particulier, mais pas que, c'est toujours des grandes collaborations. Il faut bien réaliser qu'il y a toujours des collaborations très larges pour fabriquer ces instruments. Et observer le ciel en infrarouge, c'est plein d'avantages. Le premier, par exemple, eh bien, vous allez voir des objets très lointains. Alors pourquoi en infrarouge? Eh bien, très lointains parce que les objets les plus lointains sont évidemment très faibles. La lumière qui vous en parvient est très faible, ça c'est déjà un premier point. Donc il faut des instruments de grande taille. Le James Webb Space Telescope, qui va remplacer le Space Telescope, on l'espère bientôt, il aura 6 mètres de diamètre par rapport au Space Telescope qui a 2,40 mètres de diamètre. Donc il va capter plus de lumière, il verra des objets plus faibles. Mais ces objets très lointains sont dans notre univers dont on a pu se faire une représentation sous forme d'un espace en expansion. Et les objets très lointains, cette expansion, la lumière qui nous en parvient, ayant subi cette expansion pendant son trajet, qui peut durer 10, 11, 12 milliards d'années pour les objets vraiment lointains, cette lumière est considérablement rougie. De la lumière qui a été émise en lumière visible et reçue en lumière infrarouge. Donc non seulement il faut être sensible, il faut être sensible à la lumière infrarouge. Et donc, on voit que là, on a déjà, avec un grand télescope dans l'espace, capable de capter l'infrarouge, la possibilité de voir des objets très lointains, des galaxies dont la lumière porte témoignage d'instants très anciens, et donc, par exemple, de la formation des galaxies qu'on cherche à comprendre. Il y a aussi un article sur la formation des galaxies. On veut aussi, en infrarouge, regarder, les exoplanètes. C'est tout simple, une étoile, sa planète à côté, sa planète, si on pouvait la voir, ça serait dû à la lumière que diffuse son atmosphère, de la même façon que nous voyons la Lune par la lumière que son sol, elle n'a pas d'atmosphère, que son sol diffuse. Si vous vous mettez à quelques années-lumière du système solaire et vous regardez le Soleil et puis les planètes à côté, vous dites tiens, est-ce que je peux voir la Terre? La Terre est typiquement 1 milliard de fois moins brillante que l'étoile Soleil. Et en plus, elle en est toute proche. Donc c'est un peu l'équivalent de, on vous met devant un phare de marine braqué en plein dans la tronche, on met une bougie à côté, on dit tu la vois bien la bougie? Et vous dites non. Donc la capacité à voir mieux les planètes, c'est changer le contraste. Alors il y a des techniques au sol qui sont très prometteuses aussi de masquer l'étoile habilement, mais d'autres techniques, c'est d'observer dans une gamme de longueur d'onde où l'étoile émet moins et la planète plus. La planète, elle est à 300 Kelvin, typiquement, une planète comme la Terre, sa température 300 Kelvin, 15 Celsius, enfin un peu moins, plutôt 15 Celsius, donc 288 Kelvin. Elle émet dans cette gamme de longueur d'onde vers 10 microns, beaucoup plus que l'étoile Soleil, qui lui est à 6000 degrés. Et donc, si vous regardez en infrarouge, vous baissez l'étoile, vous changez le contraste entre planète et étoile. Et en observant la lumière de la planète, si vous êtes capable d'en faire de la spectroscopie, vous pouvez avoir éventuellement des indices de sa composition et peut-être des indices d'une vie de surface. Et donc, les instruments, c'est vraiment en astrophysique, c'est la clé d'entrée vers tous les nouveaux phénomènes qu'on va vouloir observer. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, c'est une évidence. Utiliser le trou noir, cette image du trou noir, elle est importante aussi parce qu'elle a montré qu'on était capable, en utilisant des télescopes sur toute la surface de la Terre, de faire l'image unique d'un objet extrêmement lointain. Donc en plus du fait qu'on savait déjà comment ça allait se passer et qu'on est très content de le voir, c'est aussi la partie technique qui montre cette capacité à faire des choses qu'on ne savait pas faire avant et qui, si on sait les faire maintenant, vont révéler de nouvelles choses qui, pour le coup, et c'est l'espoir de tous les gens qui sont dans ce domaine d'instrumentation, des choses qu'on n'a jamais vues. Et puis les théoriciens aussi, ça nourrit leur réflexion. Donc, dans ce clé CEA, il y a des choses sur les outils d'observation. Et il y a une deuxième chose qui est importante, après j'en arrêterai, mais le numéro est très riche, donc ça serait compliqué de le résumer en 3 mots. Autre objet extrêmement important, la simulation maintenant.
la capacité qu'ont les astrophysiciens et les astrophysiciennes à in silico, comme on dit, dans l'ordinateur, de bâtir des modèles numériques, parce que les équations, quand on veut commencer à décrire avec un peu de raffinement le Soleil dans les années 50, des modèles simples, presque solubles à la main, et en tout cas avec des techniques numériques pas si compliquées, des ordinateurs pas extraordinairement puissants, ça marche. Vous pouvez avoir une idée plausible du Soleil déjà à cette époque comme ça. Mais maintenant qu'on sait plus, on a pu observer le Soleil, par exemple, grâce à l'héliosismologie, aux vibrations du Soleil, il y a un article sur l'héliosismologie dans le CEA, qui est aussi sur les étoiles, eh bien, vous avez une compréhension meilleure de l'intérieur du Soleil, ce qui vous oblige à raffiner vos modèles. Et là, vous comprenez que le petit modèle du début, il était bien gentil quand on savait peu, mais quand on sait plus, il a des limites. Et donc, il faut rajouter de la complexité, de la physique, des modèles qui n'étaient pas unidimensionnels, mais tridimensionnels, avec de la rotation, avec du champ magnétique. Il y en a aussi là-dedans. Et donc, vous devez faire de la simulation, et ça marche pour le Soleil, quand vous voulez obtenir l'étoile la plus proche de la Terre, finalement, la formation des galaxies, l'évolution de l'univers. Donc ces deux volets-là, extrêmement importants, entre observation technique, instrumentation et puis simulation, c'est un peu les deux pieds de ce qui nourrit, parce que la théorie, elle est nourrie par des idées a priori, on va prendre de la physique et on va essayer de voir si les phénomènes auxquels on pense des laboratoires peuvent rendre compte de phénomènes que l'on constate par l'observation les observations déjà menées, mais la théorie échange avec la simulation pour nourrir les modèles numériques. Il faut bien mettre de la bonne physique, sinon, comme on dit, bullshit in, bullshit out. Donc il vaut mieux mettre du in à peu près plausible en espérant qu'il sorte un truc raisonnable. Sinon, et puis les observations qui sont cruciales. Si vous passez d'observation, vous pouvez raconter n'importe quoi sans craindre d'être confondu, et donc du coup vous racontez n'importe quoi, vous faites plus de la science. Donc c'est ce triptyque-là qui est mis en valeur dans ce numéro de Clé CEA, instrumentation, simulation, théorie, et qui fait, pour nous vanter, parce que bon, la force du département d'astrophysique, mais d'instituts comme l'Institut d'astrophysique auquel appartient Alain Ruiz-Zéolo, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, et de tous les laboratoires d'astrophysique français, ils ont toujours un pied dans les trois piliers, si j'ose dire, de la compréhension de l'univers. Alors Alain Rayad-Zéolo, pour terminer, avec les instruments, les nouveaux instruments et avec la simulation, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on découvre dans les mois ou les années à venir? Alors déjà, les plus belles découvertes, c'est celles qu'on n'attend pas. Donc voilà, on espère des surprises. Non, c'est difficile. Moi, j'aime pas faire de paris sur ce qu'on va découvrir, qu'on va le découvrir. Non, mais ce que vous aimeriez. Moi, je me suis beaucoup intéressé au trou noir. Donc, entre la découverte des ondes gravitationnelles qui signalaient la fusion de deux trous noirs il y a 3 ans, plus la première image, voilà, on a vécu une belle période et qui laisse entrevoir qu'on pourra avoir encore plus d'observations de données bientôt. Et vous, Étienne Klein? Moi, j'ai une vie assez riche, je suis comme Alain, j'ai eu ma dose, mais quand même, il y a une question à propos des équations d'Einstein de la gravitation. Moi, j'aimerais bien savoir si elles sont justes pour la gravitation. On a entendu parler de matière noire, d'énergie noire. En fait, le problème, c'est un problème plus général de dynamique des galaxies. Il y a toutes sortes de phénomènes qu'on peut comprendre par les équations d'Einstein à condition de supposer qu'il y a dans les galaxies, autour des galaxies, une matière de nature inconnue dont nous savons qu'elle n'est pas constituée des particules que nous connaissons. Et ça veut dire qu'on choisit, lorsqu'il y a une contradiction entre les données, les observations et la théorie, on choisit d'accorder sa confiance à la théorie et de dire il doit y avoir dans l'univers des choses que nous ne connaissons pas qui, si elles existent, rétablissent l'accord. Bon, mais peut-être que certains le disent, peut-être qu'il n'y a pas de matière noire et qu'il faut donc tenir compte des problèmes que nous observons en trouvant des solutions qui consistent à remanier les lois et donc en changeant la théorie de la gravitation. Et ça, j'aimerais bien qu'un jour la question soit tranchée. Parce que les physiciens des particules, ils cherchent les particules de matière noire de toutes sortes de façons, et pour l'instant, ils n'en ont pas vu. Eh bien, sauf si vous avez encore une question, on va peut-être s'arrêter là. Oui, il y a encore une question. Bonsoir, juste pour peut-être finir du coup, quel est l'avenir de l'état de nos connaissances quand on est dans le cadre de nouvelles théories qui prédisent par exemple des multivers ou alors le Big Bang, il y aurait un univers avant le Big Bang, voilà.
Est-ce qu'on ne va pas être confronté à un mur vous parlez beaucoup de dire qu'il faut voir les choses, qu'on ne pourra pas sortir de l'univers pour voir l'univers évidemment de l'autre côté. Alors est-ce qu'on ne va pas avoir un mur de connaissances en fait, sur lequel il va falloir qu'on accepte des vérités qui ne sont peut-être pas observationnelles? Alors, ça fait un certain temps qu'on sait qu'on vit dans un monde fini. C'est-à-dire que comme les lumières voyagent à une vitesse finie et que l'univers tel qu'on le connaît a un âge fini, on ne voit pas plus loin qu'une certaine distance. Donc la structure de l'univers sur des échelles de distance beaucoup plus grandes que ce que l'on voit, c'est une question qui n'est pas décidable par l'observation. Alors, un des problèmes qu'il y a quand on parle de cosmologie, donc de l'histoire, la structure, l'évolution de l'univers, c'est effectivement qu'on a tendance à mettre un peu sur le même plan les faits qui sont bien établis, donc la physique qu'on teste en laboratoire, les faits qui sont des conséquences relativement inéluctables de ce que l'on sait. Bon, j'ai parlé du futur du Soleil qui va probablement engloutir la Terre, et puis des faits qui sont des conséquences beaucoup plus hasardeuses des lois qu'on connaît. Et je trouve que quand on parle de la structure à grande échelle de l'univers, il y a un manque de nuances parfois de la part de certains auteurs entre ce qui est la conséquence naturelle de l'hypothèse la plus probable et ce qui est la conséquence quasiment inévitable d'une théorie certaine. Et donc effectivement, oui, il y a des questions qui sont indécidables. Il y en a une autre qu'on peut dire, c'est on ne sait pas si la matière est stable sur le très long terme. Donc si la durée de vie d'un proton, par exemple, est un 1 suivi de 100 zéros en année, vous ne pourrez jamais vérifier que le proton a une durée de vie aussi grande. Donc c'est une chose qui est indécidable. Vous pouvez éventuellement faire un scénario de physique des particules qui prédit que, mais vous ne pourrez pas l'observer. Et donc il y a effectivement une limite à ce niveau-là. Et savoir à quel point l'extrapolation permet de dire quelque chose sur ce qui est au-delà de cette limite, c'est quelque chose qui nécessite une certaine prudence. Étienne Klein. Moi, je trouve que la question de monsieur est pertinente parce que le paysage de la physique théorique aux confins, disons, de la relativité générale et de la mécanique quantique qu'il faut unifier, c'est un paysage d'une complexité difficile à suivre. Il y a une multiplication de ce qu'on pourrait appeler des conjectures mathématiques pour lesquelles il n'y a aucune façon de vérifier ou de départager les différents modèles. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir qui s'appelle Lost in Maths. C'est l'idée que la physique est rentrée en crise par le fait qu'elle démultiplie ses modèles mathématiques sans avoir les moyens de les discriminer, ce qui conduit à une prolifération dans laquelle on trouve des modèles qui s'ajustent grâce à un grand nombre de paramètres pour tenir compte de toutes les données empiriques. Et ça, c'est quelque chose d'assez problématique puisque les critères de discrimination entre ce qui est acceptable et ce qui est simplement hasardeux deviennent très flous. Il y a une phrase de Jacques Hadamard qui résumait ça très bien. Il disait « Donnez-moi 100 paramètres, je vous fais un éléphant. Donnez-moi un 101e, je lui fais remuer la queue. » On a des théories qui sont tellement souples, tellement on y met de paramètres qu'elles s'adaptent à tout. Simplement, la théorie de la supersymétrie, par exemple, en laquelle on a beaucoup cru pendant très longtemps, aujourd'hui est en train de vraiment pâlir, parce que rien de ce qu'elle prédit à haute énergie n'a été vu dans les expériences du LHC. Donc là, on a réussi, en quelque sorte, à presque tuer un modèle qui avait une telle beauté mathématique qu'il a servi notamment d'arrière-fond à la théorie des cordes. Et ça, c'est un phénomène intéressant. Mais du coup, perdant la supersymétrie, on a l'impression que l'idée même d'une théorie du tout s'éloigne parce qu'elle en était l'un des principaux candidats. Je crois que on va continuer peut-être autour d'un verre auquel tout le monde est convié. Alors, Étienne Klein, j'ai lu...
Dans la conclusion du livre d'Alain Riazuelo, Pourquoi la Terre est ronde, vous dites qu'il faut mettre de la science dans la culture, mais aussi de la culture dans la science. Mais je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. Merci beaucoup, merci à tous.